Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de 20h. Ce soir, nous allons découvrir les nouvelles étapes de la vaccination en France, mais aussi dans toute l'Europe. Thierry Breton est notre invité, le commissaire européen et le responsable à l'échelle du continent. Aujourd'hui même, grand événement, l'Union européenne ouvre une action judiciaire contre AstraZeneca. Nous verrons aussi avec lui les nouveautés en matière de voyage, comment nous pourrons, une fois vaccinés, voyager en Europe cet été. Il sera question aussi du certificat vaccinal. Avant cela, nous passons en revue les événements de cette journée avec les éditorialistes. Nous parlerons de la mémoire de Sarah Halimi. C'est l'affaire de tout le monde, pas seulement de la communauté juive. Francine Christophe est survivante de Bergen-Belsen. Elle porte cet appel et ce témoignage. Et puis l'événement, c'est aussi Emmanuel Macron à l'école, dans une école à Melun. Il a cette petite phrase très commentée tout à l'heure sur l'heure du couvre-feu, je cite, « 19h, c'est tôt, on va le décaler ». On va commencer par là avec nos éditorialistes. Ivan Trippenbach, vous êtes journaliste à L'Opinion. Renaud Pilat, éditorialiste Maison de LCI. Et puis Marcel Westfred, grand reporter au Parisien. Bonsoir. Bonsoir Darius. Ces images, tout d'abord, le président de la République qui donne le ton de la journée, marquée par la reprise dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires. Regardez et écoutez. Comment vous avez organisé? Vous portez tous bien le masque là? Vous faites aussi le gel sur les mains? Avant et après la récré? Vous gardez le masque en récré? Oui. Vous y arrivez bien? Des fois oui, des fois non. Voilà, ils prétendent qu'ils gardent le masque en récré, ce qui n'est pas tout à fait sûr, mais enfin ça c'est l'ambiance. Il y a plus que l'ambiance, ça c'est cette petite phrase qui est une des nouvelles de la journée. Regardez le verbatim très exact, l'écolière qui demande le couvre-feu, c'est un peu énervant, il fait beau dehors. Et le président qui lui répond, promis, on va essayer de le décaler un peu car 19h c'est trop tôt. Renaud Pilat, l'intervieweuse du jour, bravo à elle. Il n'y a pas d'âge pour obtenir un scoop. Hein. Voilà. C'est effectivement cette écolière qui pose la question de l'heure du couvre-feu. C'est embêtant, c'est trop tôt, dit-elle. Hein. Et Emmanuel Macron dit on va essayer effectivement de faire plus court. 19h, c'est tôt. Bien sûr, les jours rallongent. Donc normalement, effectivement, on va avoir un couvre-feu dans les prochains jours ou les prochaines semaines qui devrait être un peu plus tard. La question va être de savoir qu'est-ce que les Français vont faire de cette heure ou ces 2 heures en plus. Mais on voit qu'avec le beau temps, eh bien, quelque part, l'idée à l'Élysée, c'est de faire vivre les gens de plus en plus dehors pour éviter, bien sûr, les contaminations à l'intérieur. Ivan Trippenbach, faire passer une information comme ça dans la réponse à une écolière, c'est le hasard et c'est pas le hasard, c'est réussi. C'est réussi, en tout cas ça a été remarqué. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron nous fait le coup, si j'ose dire, puisque début mars, lorsqu'il s'est déplacé à Stein, il avait déjà dit auprès d'un jeune qui l'interrogeait d'ailleurs sur le couvre-feu qu'il fallait tenir encore 4 à 6 semaines. Bon, après, l'épidémie a évolué malheureusement, donc ça n'a pas été suivi des faits. Il va falloir observer si les annonces du président distillées comme ça au gré de ses déplacements vont être concrétisées. Pour le moment, on observe quand même une grande prudence de la part des ministres et de Jean Castex sur le calendrier de réouverture à partir de la mi-mai. Est-ce que c'est une méthode, Marcelo Westfred, cette manière d'aller au contact, de glisser une info, d'aller comme ça, est-ce que c'est une méthode? Ça commence à ressembler à une méthode. Ivan rappelait qu'à Stein, il avait fait à peu près la même chose. Il était à Montpellier la semaine dernière où il discute avec une femme qui lui raconte que dans son école, il n'y a pas de blanc. Le prénom Pierre. Son fils lui dit, mais il n'y a pas de Pierre dans mon école, est-ce que le prénom existe? Il a aussi réuni plusieurs fois des maires en visioconférence pour leur parler un peu librement. Souvent, les propos fuitent. Ceux avec les maires, par exemple, on avait appris que le président n'était pas fan d'un confinement le week-end en région Île-de-France parce qu'il l'avait dit à un maire qui l'avait enregistré puis fait filtrer ensuite dans la radio. Donc ça ressemble à une façon de dire les choses sans intermédiaire. Il y a ce mot de Delacroix, la hardiesse d'être soi. On lui a beaucoup dit, fais gaffe, c'est dangereux de faire ça, ça dérape très vite. Il le fait, il continue à le faire. Est-ce que c'est lui ? C'est lui, je crois qu'il n'écoute pas trop ceux qui lui parlent des dangers d'aller à la rencontre des Français. C'est ce qu'il aime. Ouais. Et en général, c'est vrai que même s'il a pu avoir des phrases maladroites dans le passé, ça lui a coûté. On peut faire le compte. Il y a eu, tu traverses la rue, voilà. Le costard, il y a eu beaucoup. Et il y en a eu beaucoup, mais ces derniers mois, il y en a eu moins. Ouais. En progrès.
Il y en a eu moins. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de distiller des annonces. Regardez, l'air de rien aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur les étapes, on va en parler. Et ce n'était pas forcément prévu. Et c'est peut-être plus facile que d'être face à deux journalistes ou un journaliste qui va pardonnez-moi, le charcuter. Donc là, il y a une manière de parler aux Français, un lien direct. C'est normal, il y a une présidentielle dans un an. Ce mélange de risques, de culot, vous parlez de la présidentielle, justement, je crois que c'était ce même 26 avril en 2017, il était allé à Whirlpool. Et on peut rappeler les images. À l'époque, on disait « oulala, c'est casse-gueule, pour parler bon français, c'est dangereux, etc. » L'exercice lui avait plutôt réussi. Dans contact. Ça a été un des tournants de l'entre-deux tours. Et à ce moment-là, Marine Le Pen est allée quelques heures plus tôt sur place et il décide de faire un coup. Il prend un risque. D'ailleurs, on l'a appris après avec les reportages qui ont été faits. Il bouscule son équipe en disant si je ne prends pas de risque, je vais finir comme Hollande. C'est ce qu'il dit en privé à son équipe de l'époque. On l'a vu dans les documentaires. Et cette prise de risque lui permet d'aller chercher de la spontanéité, de montrer qu'il n'est pas dans sa tour d'ivoire, avec le risque qu'on rappelait à l'instant d'avoir la petite phrase mal calibrée. Dieu sait si on a ironisé sur le côté OSS 117, le Jean Dujardin, etc., Evan Rickenbach. Cette prise de risque, ça continue. Est-ce que dans la campagne, ça peut lui servir ? Oui, ça peut lui servir si ça lui permet de renouer un peu avec ce côté disruptif et audacieux qu'on avait en 2017. En revanche, le risque, moi je dirais qu'il est un peu différent parce que c'est pas forcément la petite phrase mal maîtrisée aujourd'hui qui lui porterait préjudice, mais c'est le fait que ces annonces ne seraient pas suivies d'effets. Par exemple, la séquence sécurité d'il y a 10 jours, là encore, le lundi matin, on découvre sa longue interview dans le Figaro. Il y a ce déplacement à Montpellier et il y avait un parfum de campagne présidentielle. C'était un petit peu le coup non prévu, en tout cas. Et après, voilà, on a cet attentat, on a beaucoup de faits divers liés à la sécurité dans l'actualité, et donc il doit apporter des réponses. Parlons justement des questions de sécurité. C'est la journée qui a été marquée par l'hommage à Rambouillet. On va voir ces images. On saluait la mémoire de la fonctionnaire de police assassinée par un assaillant fanatisé par le djihadisme. La maire de Rambouillet, Véronique Matillon, évoquait, je cite, « une femme exceptionnelle qui a consacré sa vie à celle des autres ». C'est une manière de souligner les engagements multiples de cette femme policière. D'autres rassemblements avaient lieu tout à l'heure, c'était à 17h30, un peu partout en France. Evan Rickenbach, les paroles de la maire de Rambouillet, ça n'est pas seulement un hommage, disons, convenu, c'est beaucoup plus que ça. Cette femme policière était à bien des égards un modèle. Oui, en tout cas, elle était très appréciée de son entourage, de ses collègues. On sait qu'elle était engagée dans le milieu associatif. Elle était mère de 2 enfants. Donc, évidemment, on peut se reconnaître très, très aisément, en fait, dans ce type de personnalité. À travers elle, c'est aussi l'institution policière qui est visée, bien évidemment. 9 membres des forces de l'ordre ou militaires ont perdu la vie dans des attentats depuis 2014, et ça, cet événement le rappelle. Il y a l'émotion et il y a la dimension politique. La droite, évidemment, a pris la main sur ce thème en demandant, en faisant notamment le lien entre immigration et terrorisme, ce que les macronistes réfutent. Est-ce que la droite peut, là, gagner du terrain ? Dans un premier temps, effectivement, elle va pousser cet argumentaire en faisant remarquer que les derniers attentats ont été effectivement perpétrés par des gens, souvent, souvenez-vous de Nice. À Nice, 48 heures avant, l'auteur de l'attentat était encore hors d'Europe et il rentre à travers l'Italie et il commet l'horrible attentat. À l'époque, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait une petite phrase dans le Figaro pour dire, on est en novembre, que effectivement l'immigration, il y avait un sujet. Mais il y a une part de lien, dit-il. Il y a une part de lien. Mais c'était un bouger parce que jusqu'à maintenant, le président de la République, et d'une façon générale, refuse de faire cette connexion-là pour ne pas alimenter, non pas tellement les argumentaires de la droite, mais ceux de l'extrême droite. Est-ce que là, la droite a une chance d'enfoncer un coin entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour 2022 ? Je crois que c'est son seul réel angle d'attaque, parce que la politique économique et sociale menée par Emmanuel Macron, on voit que depuis 4-5 ans, elle est plutôt pro-business. Alors tout a été chamboulé par la crise et tous ces milliards et ces milliards pour sauver l'économie française avec la pandémie. Mais sur la sécurité, on voit que c'est le talent d'Achille d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, le bilan n'est pas reconnu positif par les Français. Plus de 80%
des Français interrogés disent que la sécurité va jouer dans leur vote en 2022. Et on voit que la droite, les Républicains, font tomber certains tabous. Jusqu'à maintenant, le lien entre l'immigration et le terrorisme, c'était Marine Le Pen. Eh bien, ce week-end, le tabou est tombé. Valérie Pécresse le dit. Elle est pourtant de la droite modérée. Est-ce que ça profite à Marine Le Pen? Les plus âgés d'entre nous se rappellent les guignols de l'info. C'était Jean-Marie Le Pen à l'époque, quand il était question de sécurité, il disait simplement « j'attends ». Il n'y avait pas à parler, j'attends, parce que ça lui profite. Est-ce que Marine Le Pen peut dire la même chose aujourd'hui? Oui, elle peut complètement dire la même chose dans la mesure où la droite épouse son discours. On l'a dit, le lien immigration-terrorisme, ça fait des lustres qu'elle l'établit. Après, Marine Le Pen, elle a commis un faux pas ce week-end, qui est d'appeler les militaires qui ont fait cette tribune dans Valeurs Actuelles, qui appelle en fait à une sorte de soulèvement ou d'intervention armée pour lutter contre la menace, le chaos en France. Marine Le Pen a endossé ce discours-là. Et donc là, elle a commis un faux pas alors qu'elle aurait pu justement ne faire qu'attendre. Dans une campagne, tout le monde tape sur tout le monde, mais de qui actuellement Emmanuel Macron a-t-il le plus peur? Son rival, son ennemi le plus marqué, c'est quoi? C'est la droite, c'est Bertrand, c'est Europe Écologie Les Verts, c'est qui? Je crois qu'il y a une réelle crainte qu'émerge un candidat de droite. Très clairement, on va dire que Xavier Bertrand, c'est lui pour l'instant. Les 16% de Xavier Bertrand dans les sondages, un an avant, c'est un démarrage qui est correct. Et donc, on surveille à l'Élysée, effectivement, Xavier Bertrand. C'est pour ça qu'on intervient sur la sécurité, c'est pour ça qu'on intervient sur l'immigration. On ne veut pas laisser, effectivement, Xavier Bertrand devenir le meilleur rempart face à Marine Le Pen. Qu'est-ce qui va jouer en 2022? Puisqu'elle est pour l'instant assurée d'être au second tour, on verra, mais enfin tous les sondages le montrent. Quel sera l'outil qui permettra de faire barrage à Marine Le Pen? Eh bien, c'est ça qui va jouer dans les prochaines semaines, prochains mois. Et puis, taper sur Europe Écologie Les Verts, on l'a vu, ce week-end, ça a été ce visuel qui a provoqué une tempête de réactions, on va le revoir, il attaque les boomers, n'est-ce pas, révélateur d'un vrai fossé de génération, avec cette photo de boomers voilà, sur une plage, riant, c'est évidemment la caricature. Ça a provoqué vraiment une tempête, avec raison, alors à charge et à décharge. Est-ce qu'il y a une part de vérité là? C'est révélateur d'un vrai fossé. Il y a des haines de classe, des haines d'identité, il y a aussi une antipathie de génération qui monte. Cette crise du Covid, elle a quand même monté un peu les Français les uns contre les autres. Il faut le dire, les jeunes, peut-être, à qui on demande de faire beaucoup de sacrifices pour la santé des seniors, les gens qui sont en première ligne par rapport aux autres, les restaurateurs par rapport aux médecins. Donc c'est vrai qu'il y a ce clivage. En même temps, cette campagne dont Julien Bayou dit qu'il ne l'avait pas vue, mais j'en doute un peu, elle est prévue aussi pour attirer l'électorat jeune intéressé par l'écologie qui, manifestement, ne va pas aller voter. Voilà. Mais le problème, c'est que... des jeunes ne vont pas aller voter Europe Écologie parce qu'ils voient cette affiche. Enfin, je vois pas le rapport entre cette affiche et pour faire voter des jeunes. Le danger, moi, de cette affiche que je vois, c'est la généralisation. Là, une catégorie, les boomers, en gros, il faudrait traduire les réacs. Ouais. C'est les réacs, en gros. Mais est-ce que ça révèle pas quand même quelque chose de profond? Pas toujours dit, cette génération qui a connu le plein emploi, qui a pollué sans trop s'en soucier, qui a eu de la chance, quoi. Ouais. Là, il y a quelque chose de profond. Oui, il y a quelque chose de profond parce que c'est l'approche, en fait, très profondément, c'est l'approche de l'écologie du parti ELV, qui est très clivante, qui est, alors certains disent sectaire, mais en tout cas qui est sectorielle, qui s'adresse à l'électorat jeune, du coup, qui effectivement vote plus que la moyenne écolo, mais qui a une manière de segmenter la politique et qui est complètement à rebours, par exemple, de ce que l'on peut observer en Europe, en Allemagne ou en Autriche, d'une tendance plus centriste et plus ouverte, en fait, de l'écologie politique. Quand on regarde les sondages, est-ce que les clivages sont aussi nets? Est-ce que entre boomers et non-boomers, je crois que je suis le seul boomer autour de cette table, à une année près, hein, vous êtes toutes... Une année près, oui. Hein? Non mais, erreur tactique, quel est le premier vote chez les 18-24 ans? Marine Le Pen. Ouais. C'est le Rassemblement National, c'est pas Europe Écologie. Et on connaît tous des quinquas sexagénaires qui sont devenus écolos. Donc honnêtement, là, sur cette affiche, 0 pointé. Alors, ils ont reconnu une erreur, c'est facile. Campagne non validée, si elle n'est pas validée, c'est aussi une erreur. Je crois que, honnêtement, quand on regarde les écolos allemands et la capacité à rassembler une grande partie des Allemands, il ferait mieux de regarder du côté d'outre-Rhin, les Français. Enfin, quand on voit ce type d'initiative, en fait, les écolos qui se tirent une balle dans le pied, alors qu'en parallèle, on a Yannick Jadot qui essaie le dépassement politique et le dialogue avec les autres partis de gauche, on se dit, pour revenir au sujet précédent, que le gouvernement n'a pas besoin de taper démesurément sur les Verts, et effectivement que la menace se trouve plus à droite.
Revenons sur un autre temps fort de ce week-end qui résonne dans toute la société française, c'est cette foule gigantesque pour faire mémoire de Sarah Halimi, assassinée en avril 2017. Le caractère antisémite de l'acte avait été établi, mais l'arrêt de la Cour de cassation a considéré que le meurtrier était irresponsable en raison d'une bouffée délirante liée au cannabis. La communauté juive de France était très représentée, mais aussi des personnes de toute confession ou opinion. C'est le message que porte notamment une femme qui va nous rejoindre sur ce plateau. Francine Christophe est rescapée du camp de Bergen-Belsen. Elle signe L'enfant des camps chez Grasset. Elle porte témoignage de sa déportation, Drancy et Bergen-Belsen. Francine Christophe, bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre. Attendez que je m'assoie. Je vous en prie. C'est pas Francine. si simple, hein, c'est haut. C'est un peu haut. Voilà, merci beaucoup d'être là, Francine Christophe. Je rappelais votre livre qui fait écho à l'actualité. On a vu cette foule immense au Trocadéro de gens de toutes origines qui faisaient mémoire de Sarah Halimi. Est-ce que ça vous a touché? De quelle manière? D'abord, je ne l'ai pas vu. Ouais. Et de toute façon, la mort d'une femme fait toujours de la peine. Mais évidemment, dans un cas comme ça, c'est encore pire. Vous avez porté témoignage du fait que, comme Simone Veil, vous êtes de cette génération de juifs et de juives qui étaient très intégrés et qui a découvert l'antisémitisme à l'époque. Les événements d'aujourd'hui, comment est-ce que vous les regardez? Pour revenir, d'abord, je me suis aperçue que j'étais juive lorsque j'ai dû porter une étoile. Avant, j'en savais rien. Alors, les événements d'aujourd'hui me dégoûtent. Vous dégoûte, dites-vous? Ah oui, carrément, ça me dégoûte. Comment est-ce qu'on peut encore, quand on voit tout ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut encore dire « je déteste les juifs, ah bah les juifs sont ceci, les juifs sont cela ». C'est infect. On va recevoir Thierry Breton, tout à l'heure, le représentant de l'Europe. Vous êtes une porte-voix de l'Europe, vous êtes une de celles disant le plus haut « attention, l'Europe a plein de défauts, mais… » Mais, je dois dire que je témoigne beaucoup dans les écoles et je ne témoigne jamais sans commencer par un petit mot sur l'Europe. C'est difficile à expliquer, les gosses ne savent rien en vérité. Alors moi je leur dis qu'en 1945, les Allemands et les Français, l'Allemagne et la France, se haïssaient. Se haïssaient. Alors, ils sont très étonnés. Il y avait ce slogan 45, plus jamais ça. Vous étiez une des enfants de Bergen-Belsen. Il y a une des images les plus fortes de 1945, c'est cette photo d'un enfant néerlandais, je crois, qui marche au milieu des cadavres à la libération en avril de Bergen-Belsen. Oui, ben, c'était à peu près moi, on pourrait dire que c'est moi ça. Quel âge aviez-vous à la libération? Pas encore 12 ans. Ouais. Marcher au milieu des cadavres, ça oui, je le faisais tous les jours. Je me souviens qu'il fallait les enjamber pour aller aux latrines. Vous êtes une des derniers témoins vivants. Chacun a son caractère. Ce qui est très frappant chez vous, vous êtes une des rares à avoir conservé l'étoile juive. Est-ce que vous l'avez? Oui, avec vous? non, je ne l'ai pas apportée, j'ai oublié. Cette étoile que vous portiez, vous l'avez gardée, c'est Je la rarissime. montre toujours dans toutes les écoles. Ouais. Pourquoi? Parce que je veux qu'on sache. Si on ne sait pas, alors tout recommence. C'est un cas rarissime, vous l'aviez doublé de soie noire. Ah, vous êtes bien au courant. Ah hein. oui, je me rappelle très bien, avec un soin, comme si C'est c'était… pas moi, je ne savais Ouais. pas coudre à ce point. C'est ma mère et ma grand-mère qui disaient sa dignité, il faut la garder toujours. On la garde avec ce qu'on a. Alors que c'était une période de pénurie, qu'on n'avait pas de tissu. Elles ont trouvé des bouts de chiffon et elles ont doublé leurs étoiles. Et elles ont surfilé pour qu'elles ne s'effilochent pas, Là, qu'elles soient belles. C'était notre dignité d'avoir une belle étoile. la solidarité, il y a le pire et il y a le meilleur. La solidarité, vous dites, dans l'école, quand vous êtes arrivé avec la directrice a été bien. La directrice, elle a réuni toutes les filles dans... Je dis les filles parce que les écoles n'étaient pas mixtes. Elle les a réunies toutes dans le préau. Et là, elle m'a prise dans ses bras. Et tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Francine Christophe, quand on vous écoute, est-ce que la mémoire de la Shoah, Ivan Trippenbach, Renaud Pila, Marcelo, est-ce que la mémoire de la Shoah est en train d'évoluer? Est-ce que, hélas, ça s'éloigne un peu?
pour les nouvelles générations, c'est moins présent d'une manière ou d'une autre? Je crois que oui, ça s'éloigne, d'où la très grande importance de ce genre de témoignage. Très grande importance de ce genre de témoignage parce que on voit, et on le voit dans les enquêtes, on le voit dans les récits des professeurs, que ce soit au collège ou même avant, il y a aujourd'hui une dissipation de la mémoire. On est dans un nouvel écosystème où on est je dirais, assiégé toute la journée de tas d'informations, et on ne prend pas le temps de regarder le passé. Je les reconnais, ça, ce sont mes gardiennes. Ce sont vos gardiennes là? Oui. Vous avez une mémoire extraordinaire et vous allez dans les écoles. Moi, hein. Non, mais... Vous allez dans les écoles et les élèves sont très très impressionnés parce que vous dites tout. Vous parlez par exemple de la merde et vous faites allusion, comme dans ce que Marguerite Duras a raconté ou Antelme ont raconté sur le fait que c'était omniprésent dans le camp. Mais pourquoi cacher quelque chose? Quand on dit la déportation, les gens ne se rendent pas compte. Mais la déportation, oui, c'est de la merde. On vit dans la merde. On ne peut pas se laver, on n'a pas de savon. On n'a même pas de papier pour aller au water. Ça, les gens ne le savent pas. On a tellement dit plus jamais ça. Ça peut se reproduire d'une manière ou d'une autre? Évidemment. Évidemment, il y a des petits mots qui... c'est tellement simple. Quelqu'un dit « Oh, tu manges en juif ?» Ça a l'air de rien, ça. Mais ce tu manges en juif, il amène à Auschwitz. C'est si simple. Marcel Westred, tout le monde, ou presque, apparemment est d'accord, et en même temps, la classe politique, il y a beaucoup de divisions non dites, il y a beaucoup d'arrière-pensées, en toutes époques, aujourd'hui encore. C'est difficile d'abord d'intervenir après votre témoignage qui est extrêmement poignant. C'est vrai qu'il y a quand même un double phénomène, c'est-à-dire que c'est une réalité qui s'est banalisée parce qu'elle est inscrite dans les livres d'histoire et aujourd'hui, il n'y a peut-être plus le déni qu'on avait après-guerre et en même temps, il y a des mouvances radicalisées qui contestent la Shoah, l'enseignement de la Shoah. Donc c'est devenu un objet qui, hélas, est difficile à faire vivre. Hier, c'était la journée nationale des victimes de la déportation. Quand on voit les images dans les différentes municipalités où des gerbes ont été déposées, il n'y avait pas grand monde. Hélas. Merci beaucoup, Francine Christophe. Je recommande votre livre « L'enfant des camps » chez Grasset. Livre absolument extraordinaire qui renvoie au présent et notamment à l'Europe et à l'importance de l'Europe dont on va parler dans un instant dans la suite de cette émission de 20h. Elle continue avec Thierry Breton, l'homme qui est au cœur de la stratégie des vaccins en particulier en Europe. On parlera de l'action en justice, c'est l'événement du jour contre AstraZeneca. On parlera aussi des futurs certificats pour voyager. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Et nous recevons ce soir Thierry Breton. Il est l'homme au cœur de la vaccination dans tout le continent européen. Monsieur le commissaire européen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'homme qu'il faut en ce lundi 26 avril. C'est l'annonce sur les voyages possibles pour les vacciner. C'était Madame von der Leyen ce matin dans New York Times. Cet après-midi, le coup de tonnerre, c'est l'Union européenne qui lance une action en justice contre AstraZeneca. On va parler de ça, de vous, plus généralement, de l'Europe. D'abord, cette action contre AstraZeneca, cette fois, c'est en justice. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Vous savez, tous nos téléspectateurs savent qu'on a eu un problème avec AstraZeneca au début de la campagne vaccinale. Je rappelle que AstraZeneca a été approuvé à la fin du mois de janvier par notre autorité de santé. Et donc, au cours du premier trimestre, AstraZeneca devait livrer 120 millions de doses à l'Union européenne. Pour des raisons diverses, ils n'en ont livré que 30 millions. Ça fait quand même un manque assez important. Et donc, moi, vous savez, je suis en charge d'approvisionner les États membres en vaccins. C'est ça ma mission. C'est un manquement grave. Donc il y a eu un manquement, mais mon rôle, c'est de faire en sorte que l'on fasse tout pour que ces vaccins arrivent, y compris ceux qu'on n'a pas vus au premier trimestre et qu'on attend éventuellement au second trimestre, même si, je tiens à le dire à nos téléspectateurs, l'objectif qui est le nôtre, et vous le connaissez, d'être à la mi-juillet
à 70%. 70% de la population adulte, on le tiendra. On le tiendra, quoi qu'il arrive. C'est aujourd'hui, je dirais, un élément dont on est beaucoup plus certain qu'il y a quelques mois, parce que nous avons la chance d'avoir de nombreux vaccins, et en particulier d'autres partenaires qui, eux, non seulement tiennent leurs engagements, mais font mieux. Je pense en particulier à Pfizer, qui devait nous livrer 190 millions de doses et qui va en livrer 250, 250 même, rien que sur le second trimestre. Pfizer a été le bon élève. Beaucoup de sources off disent qu'en réalité, vous allez petit à petit pousser dehors AstraZeneca. Pfizer, en revanche, investir pour les variants, pour les rappels, c'est l'avenir. Non, alors les sources off, va bien. non, elles ont parfaitement le droit de s'exprimer, mais puisque vous vous adressez à celui qui est en charge du dossier, eh bien, je vous dis que rien n'est arrêté. Il y a eu d'abord, conformément au contrat, une lettre d'injonction il y a une vingtaine de jours. On a vu que ce n'était pas suffisant. On passe maintenant à la deuxième phase du contrat, et donc on verra bien. Y compris comment se comporte AstraZeneca sur le deuxième trimestre. Moi, je vais vous le dire, mon objectif, c'est qu'on ait le plus de doses pour que l'on vaccine le plus vite les Européens. Thierry Breton, quand même, AstraZeneca, on est au point où beaucoup de gens attendent, essayent de trouver une autre solution pour Pfizer plutôt qu'AstraZeneca. La crise de confiance est très grave. Cette action judiciaire va encore l'aggraver. Vous-même, vous êtes vacciné à quoi? Moi, j'ai été vacciné, mais ce qu'on m'a proposé, je n'ai rien demandé. On m'a proposé du Pfizer, c'est comme ça. Je vais vous dire, j'aurais préféré vous dire ce soir l'AstraZeneca. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Nous avons la chance, en Europe, d'avoir la meilleure agence de santé au monde. Celle qui est la plus sécurisante, qui prend le plus de précautions. AstraZeneca, la couverture est moins bonne, objectivement. Ça, on ne peut pas dire. Ça, on peut pas dire. La couverture vaccinale, elle est moins bonne. Non, ça, on peut pas dire ça. C'est ça. Pardon, mais qui se trompe là alors? Non, on peut pas dire ça. Vous savez, encore. Non, c'est pas. La couverture est très bonne. Et puis, vous savez, sans doute très bonne, mais moins bonne. Ce qui importe, c'est qu'on soit le plus rapidement vacciné pour rompre précisément la chaîne de contamination. Et puis, je vais vous dire une chose, pour pouvoir aussi partir en vacances. Alors, prenons la défense d'AstraZeneca. Objectivité complète, eux vous réservent un chien de leur chienne, si j'ose dire, parce que eux disent, c'est vous, l'Union européenne, qui êtes responsable parce que vous avez tardé. Les gens, les Britanniques ont fait plus vite, les premiers demandés, les premiers servis. L'Europe a tardé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de retard. Est-ce que c'est votre faute? Non, parce que c'est une erreur. Vous voyez, là encore, c'est bien de venir s'exprimer. Donc, merci vraiment de m'inviter ce soir, parce que l'Europe a signé son contrat avant les Britanniques. Vous voyez comme quoi, finalement, la perception des choses n'est pas la réalité. Nous avons signé, je le dis ce soir à vos téléspectateurs, avant les Britanniques, notre contrat avec AstraZeneca. Donc l'Europe a été en avance. Mais c'est vrai que AstraZeneca, société dont le siège est en Grande-Bretagne, a délivré l'ensemble des doses qu'elle devait délivrer au gouvernement britannique, et uniquement 25% de ce qu'elle devait faire pour l'Union européenne. Eh bien, nous allons en parler. Si on regarde le résultat, quels que soient les aléas, on peut le voir ici, il y a quand même de fait une forme de retard, on peut appeler ça par tout le nom qu'on voudra, de retard européen si on compare. Alors il y a d'autres parties du monde où ça ne se passe pas forcément bien, mais voilà, si on fait la comparaison, c'est le nombre de doses de vaccins administrés pour 100 habitants. Au 24 avril, on voit par exemple que la France est à 28. Les États-Unis sont quand même très loin devant, 66. Le Royaume-Uni très loin devant, à 67. Alors il y a beaucoup d'autres États, ils ne sont évidemment pas tous là où c'est avant, mais l'Europe qui protège, ça fait un peu mal ce graphique. Non, je trouve qu'il est très intéressant. Il dit plusieurs choses. Il dit d'abord que, vous voyez, la plupart des pays que vous voyez là, en grande partie, vous voyez, Israël, c'est 100% l'Union européenne qui a fourni les vaccins à Israël. Le Royaume-Uni, c'est 70% de nos usines, les femmes et les hommes qui travaillent pour fournir une dose seulement. Les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est une seule dose. Bien sûr, mais charité bien ordonnée, c'est pas... Oui, une seule dose. Et voyez-vous, l'objectif de l'Union européenne désormais, c'est 70% de la population adulte au 15 juillet. Les Britanniques, c'est uniquement une dose pour la population adulte au 30 juillet. Je pense qu'on est un peu dans la fable du lièvre et la tortue. C'est l'anniversaire de La Fontaine. Du lièvre et la tortue, oui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'accélération extraordinaire, c'est le continent européen, voyez-vous, le continent européen sur cette carte, qui a produit le plus grand nombre de doses. Nous en avons produit à ce jour 310 millions. Les États-Unis, 290 millions. Nous fournissons maintenant de façon extrêmement accélérée, parce que, 4
14 millions de doses en janvier, 28 millions en février, 64 millions en mars, 120 millions en avril. On a une accélération sans précédent, mais en même temps, les États-Unis gardent toutes leurs doses pour eux, et nous, eh bien, on vaccine aussi nos voisins. On est les moins égoïstes. On est les moins égoïstes. Vous savez, on est aussi ceux qui avons conscience d'une chose, c'est une pandémie, et si jamais on laisse le variant se développer comme il s'est développé, par exemple en Grande-Bretagne, ça a été dramatique, ça crée des variants anglais, et on voit le drame. Si on laisse les variants se développer au Brésil, ça crée des variants brésiliens, et on voit le drame. Donc c'est une pandémie, on doit tous prendre notre charge. Les États-Unis, j'espère, vont bientôt nous rejoindre dans ce combat, parce que c'est un combat planétaire. Est-ce que l'Europe n'a pas été un peu trop polie, un peu trop prudente quand on voit l'Israélien, Bibi Netanyahou, avec ce culot, les Israéliens appellent ça la chutzpah, hein, il a appelé même pendant la nuit le patron de Pfizer qui a dit « je veux mes doses », etc. Dans l'ensemble, voilà, l'Europe un peu trop oui, monsieur, on parle effectivement de 5 millions effectivement, en Israël. Le résultat. 5 millions de personnes. Nous sommes 446 millions et nous avons effectivement fourni la nécessité de vacciner les 5 millions effectivement de personnes en Israël contre quelque chose qui était très important, et je tiens à le dire ici, c'est que pour que Israël ait ses doses un peu avant les autres, ils ont négocié effectivement avec Pfizer le fait d'échanger, en échange d'avoir ces 5 millions de doses, l'ensemble des données de santé anonymisées de leurs compatriotes, chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer en Europe, mais qui a été utile aussi, parce que ça a permis précisément à Pfizer de mieux suivre l'impact du vaccin. Donc c'est ça la réalité. Vous savez, comparaison, n'est pas raison, et 2, je crois qu'il faut vraiment arrêter cette espèce de terrorisme de la comparaison qui n'a aucun sens. Parce qu'encore une fois, je vous le dis aujourd'hui, nous allons livrer au deuxième trimestre plus de 400 millions de doses. Bien sûr, mais le temps gagné sont des vies, malgré tout. C'est 3 mois, en 3 mois. Oui. En 3 mois. En 3 mois, bien sûr que le temps gagné, c'est des vies. Vous savez, puisque vous revenez sur ce point, malheureusement, et c'est comme ça que l'histoire regardera les choses. Moi, je suis dans le combat, donc je regarde que le combat, je ne regarde pas le passé. Mais je sais qu'on regardera aussi, à l'arrivée, la façon dont la crise a été gérée, y compris aux États-Unis, y compris au Brésil, y compris en Grande-Bretagne, y compris en Israël. Et vous avez raison, les vies perdues sont les vies perdues. Thierry Breton, c'est la journée d'annonce très importante. Ursula von der Leyen qui, dans le New York Times, on va voir la citation exacte, déclarait « Une chose est claire, les 27 États membres de l'Union européenne accepteront sans condition tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l'Agence européenne du médicament ». Cela sonne comme le grand retour de la circulation des personnes. Qu'est-ce que ça signifie, en sens, si j'ose dire, inverse pour les Européens en Europe ? Comment ça va se passer ? Alors d'abord, nous avons décidé de mettre un pass en commun, un pass numérique qui permet d'intégrer l'état de ce que nous sommes pour ceux qui le souhaiteront. C'est un pass volontaire par rapport à la maladie. En d'autres termes, si vous êtes porteur d'anticorps parce que vous l'avez eu, ce sera indiqué. Si vous avez été vacciné totalement, ce sera indiqué. Et si c'est ni le cas A ni le cas B, et qu'on vous demande un test PCR pour pouvoir rentrer dans tel lieu ou traverser telle frontière, ce sera également indiqué. En clair, pardon, je suis vacciné, double dose, enfin, voilà. Je peux voyager partout en Union européenne cet été. Vous aurez donc ce pass qui vous permettra effectivement, si un pays le demande, si par exemple vous voulez rentrer dans une salle de spectacle qui, parce qu'elle a la responsabilité de la sécurité de ceux qu'elle va accueillir, le demande, eh bien vous l'aurez, vous pourrez rentrer. Ceux qui ne l'ont pas, je leur dis tout de suite, ils pourront aussi rentrer, mais avec d'autres contraintes, par exemple un test PCR, voire des tests antigènes, peut-être le demander à l'entrée. Ça va faciliter donc la fluidité. Les voyages cet été, général, dès lors qu'on est vacciné ? Moi, vous le savez, je me bats. J'allais dire nuit et jour avec mon équipe, pour que les doses dont j'ai parlé tout à l'heure arrivent, et elles arrivent massivement maintenant dans chacun des États membres, pour que ces doses soient là, et pour que précisément on puisse atteindre ce chiffre de 70%, qui est un chiffre de... Évidemment, ce n'est pas une fin en soi, c'est un passage. Mais c'est un passage qui est important, parce que certains commencent à dire qu'à partir de ce chiffre, on commence à limiter très sensiblement la propagation du virus. Certains vont même jusqu'à
jusqu'à dire que c'est le début de l'immunité collective. Et donc, ce sera un élément très important pour pouvoir effectivement repartir en vacances, sans doute en Europe. Je pense que pour l'instant, c'est plutôt ce qu'il faut viser, en tout cas encore cet été. Thierry Breton, vous n'êtes pas seulement Monsieur Vaccin, vous êtes vraiment un des personnages forts de l'Union européenne, commissaire au marché. C'est tout notre avenir, les prochains mois dont vous pouvez parler, mais aussi l'endettement qui pèsera d'une manière ou d'une autre sur nous en général. Alors, dans votre CV, on va parler de votre CV, c'est un des plus impressionnants d'Europe. Ce qui est très marquant, c'est que vous êtes sans doute le seul ministre de l'économie des 20 dernières années à afficher une réduction de la dette en France. Ça se porte comme une décoration. C'est mieux que commandeur de toutes les légions d'honneur, non? C'est rare, disons. Je me suis dit, après ce passage à Bercy, voilà, je suis parti ensuite enseigner dans une grande université américaine pendant quelques temps. Je trouvais que c'était bien de le faire. J'ai aussi écrit un peu, parce que c'était le moment de le faire aussi, pour mettre mes idées en place, y compris pour enseigner la gouvernance et l'économie à mes étudiants. Et j'ai appelé finalement ce livre de façon un peu simple, Antidette. Aujourd'hui, on n'est pas dans antidette, on est dans superdette. Oui, au niveau mondial. Voilà. Au niveau mondial. Est-ce que c'est dangereux? C'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme. Ouais. Mais voyez-vous... Pardon, dangereux en quoi? C'est un sujet énorme. C'est vous qui avez dit dangereux, moi je dis énorme. Je dis que c'est un sujet énorme dans la mesure où, évidemment, une dette, d'abord, je le dis très clairement, c'est fait pour être remboursé. Ouais. Donc ces dettes, d'une façon ou d'une autre, il faudra les rembourser. Et pas uniquement nous en France, pas uniquement nous en Europe, au niveau planétaire. Jamais la planète n'a été aussi endettée. On est dans ce contexte un peu dans une situation de guerre. Hein. Donc il faut bien être conscient qu'on aura ce sujet devant nous, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, le combat, c'est vraiment de vaincre la pandémie, au niveau, pardon d'y revenir, mais c'est tellement essentiel. D'abord, au niveau européen. Ensuite, parce qu'évidemment, on va atteindre l'immunité, j'en suis convaincu, collective au courant de l'été, et aussi avec nos amis américains. Mais enfin, à nous deux, on représente 800 millions d'habitants. Il y a encore 8 milliards d'habitants à vacciner sur la planète. Donc, enfin, 8 milliards d'habitants, donc on a 10% seulement qui seront vaccinés. Ça va être un enjeu absolument essentiel qui nous incombe. Et puis derrière, évidemment, il y a tous les moyens financiers que l'on met aujourd'hui à la disposition, et c'est normal, de ceux qui souffrent de cette situation, parce qu'on a tout simplement arrêté leur activité, on leur a imposé cet arrêt, il va falloir le rembourser. Ce poids de la dette, le hasard fait que je viens de Suisse, un pays où, pas tout le monde, il y a des avis divers, mais enfin, la majorité est assez frugale. On a un ministre des Finances qui dit les dettes, ce sont les impôts que les citoyens n'ont pas encore payés, que les citoyens vont payer. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Les impôts, en tout cas, ce sont donc les dettes, les citoyens les paieront. Évidemment, c'est les revenus à venir qui vont évidemment devoir payer ces dettes. Alors, il y a deux éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que on a sans doute dans cette situation une chance, si je puis dire, c'est qu'on a des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc, c'est le moment effectivement d'avoir des maturités, comme on dit. Mais ça peut changer, avec ce qui se passe aux États-Unis. Bien sûr, ça peut changer. Vous avez raison. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les taux peuvent remonter dans les prochains mois. De toute façon, des taux ne resteront pas éternellement à zéro. C'est le cas aujourd'hui, voire négatif. Donc, il faut effectivement utiliser cette période. C'est ce que nous allons faire nous-mêmes à la Commission européenne, puisque nous avons décidé de nous endetter à hauteur de 750 milliards pour le redistribuer aux États membres. Et on va avoir des maturités extrêmement longues. Quand je dis très longues, c'est-à-dire des remboursements sur 20, 30, 40 ans peut-être. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut donc dire qu'on se donne le temps de le faire. Et on le donne le temps sur une ou deux générations. Parce que, voyez-vous, c'est une crise qui touche une crise séculaire. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte, tout simplement, qu'on s'en sorte collectivement, y compris pour l'avenir. Donc on investit aussi sur l'avenir en faisant ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'il faudra l'étaler le plus longtemps possible. Pour nous, par exemple, en Europe, on est en train d'imaginer des mécanismes pour pouvoir financer, par exemple, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, par exemple, évidemment, la fameuse taxe numérique, donc des taxes nouvelles qui vont nous permettre d'avoir des ressources nouvelles pour précisément rembourser ce gigantesque emprunt. Quand on voit la reprise américaine très impressionnante, est-ce que ça ne vous rend pas jaloux, une espèce de dynamisme? Est-ce que vous entendez ces voix, notamment aux États-Unis, qui disent voilà, l'Europe un peu molle pour la vaccination, un peu molle pour la reprise, côté un petit peu vieille Europe, alors que chez eux, ça flambe? Alors j'ai toujours l'habitude d'entendre ça, vous savez, depuis 30 ans qu'on parle on entend toujours ça. Alors on a dit ce qu'on avait à dire sur les vaccins, attendons. Moi je vois une véritable accélération, donc attendons si vous le voulez bien. En revanche, pour la reprise, là où vous avez raison, c'est que les États-Unis ont décidé d'avoir un plan nouveau, un nouveau plan
près de 2000 milliards, c'est quand même, excusez du peu, c'est pas rien. Ça manque en Europe, franchement. Alors, on a quand même mis notre 750 milliards, on va continuer à avancer, les États membres font aussi un travail énorme. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes des grandes démocraties, les États-Unis et l'Europe. Le plan qui a été annoncé par le président Biden, il n'est pas encore voté. Et vous savez, aux États-Unis, il faut avoir le vote des deux chambres. Il arrive quand même, c'est le seul pays au monde, le seul continent au monde, où il arrive assez fréquemment que les budgets ne soient pas payés, et que ne soient pas votés, et que les fonctionnaires ne soient pas payés. Donc, attendons, là encore, de voir ce qui va se passer. Thierry Breton, quelques éléments de portrait, une archive quand même. Elle date de 1984, ça fait 37 ans. Oh là là. Hein, on va la retrouver. Alors, il y a tout Thierry Breton là déjà, parce que, évidemment, c'est votre dada de l'époque, qui à l'époque était original et pionnier sur les ordinateurs. Il faut savoir que les plus gros ordinateurs du monde sont tous interconnectés, si vous voulez, dans un espèce de réseau planétaire, de transfert de données météorologiques par exemple, mais de transferts économiques également, de transferts de ce qu'on appelle plus généralement les bases de données. Ce sont ces fantastiques réservoirs d'informations qui permettent aux ordinateurs de se nourrir. Voilà, comment est-ce qu'on devient Thierry Breton? Vous êtes ce qu'on appelle une bête à concours. Dans les écoles de commerce, il y a plein de jeunes qui rêvent d'être Thierry Breton. Alors, vous avez dirigé Bull, Thomson, France Télécom, vous avez plus de décorations qu'un général soviétique. Vous êtes l'incarnation, alors en bien ou en mal, de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, l'élite gouvernante de l'Europe. Comment est-ce qu'on devient Thierry Breton? Bon, je crois que je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, c'est tout. Ma vie a été ça. J'ai créé ma première société. Vous voyez là, quand vous me voyez, j'étais un jeune, tout le monde l'a vu, ce que je ne suis plus aujourd'hui, chef d'entreprise. J'avais pas 30 ans, évidemment, puisque si c'était en 1980, j'avais pas 30 ans, mais j'avais créé ma première société. Elle était à New York, avec une filiale aussi à Dakar et à Paris, voilà. Et donc, j'ai toujours été entrepreneur. Et quand j'étais, évidemment, la vie a fait que j'ai pu être président de plus grands groupes, mais j'ai toujours eu cet esprit entrepreneurial, y compris du reste dans mes fonctions. Alors je fais bien la distinction, hein. On ne dirige absolument pas une grande administration où on est commissaire comme on est chef d'entreprise. Ça n'a rien à voir. En gouvernance, ça n'a strictement rien à voir. Il n'en demeure pas moins que l'esprit entrepreneurial, c'est quelque chose, oui, c'est un fil directeur de ma vie, je pense. Protestant, c'est pas tout à fait indifférent. Hein. Est-ce qu'il y a un petit côté l'éthique du capitalisme, Max Weber, l'argent n'est pas une chose sale? Non, je crois vous que avez fait d'argent, beaucoup d'argent. C'est une voilà. Il se trouve que effectivement, je suis protestant et donc ça a marqué effectivement mon éducation et peut-être aussi d'une certaine façon, vous qui venez du côté où il y en a beaucoup. Du reste, ma famille avait fui après la révocation de l'édit de Nantes, la région de Gap pour aller s'installer dans la région de Lausanne, comme beaucoup de protestants français. Voilà, il y a une certaine rigueur peut-être. École alsacienne, hein, c'est la bonne société protestante. Je crois que c'est la raison pour laquelle mes parents avaient souhaité que j'aille dans cette école, parce qu'effectivement, elle était d'origine effectivement protestante. Voilà. Passion pour la mécanique quantique. Oui. Les gens normaux n'y comprennent rien. Il y a ce mot formidable de Niels Bohr qui dit « Si vous croyez avoir compris la mécanique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Hein. » Oui, on comprend quelque chose de la mécanique quantique. C'était un peu aussi ce que disait un grand patron de la Fed quand il parlait. Oui, comme quoi on peut l'appliquer à plusieurs personnalités, ce genre de phrase. Il y a une légende, Thierry Breton, on dit que vous vous détendez, vous faites des équations, c'est vrai? C'est vrai que j'aime beaucoup les mathématiques et la physique, c'est vrai, oui. Ouais. Est-ce qu'on garde contact avec le peuple quand on est comme ça? Est-ce que c'est pas difficile? Vous êtes tellement notable, tellement monsieur. Est-ce qu'on risque pas d'être l'incarnation de cette Europe dont on parlait, très polie, très courtoise, très tout ce que vous voudrez, mais qui n'a plus cette niaque qu'on voit chez les Américains, chez les Chinois, cette brutalité parfois? On le voit dans l'affaire des vaccins. Oui, je crois que je sais très bien ce que c'est qu'un rapport de force. Au fond, vous savez, toute ma vie n'a été que ça, parce que quand on est en situation de diriger, c'est aussi des rapports de force, et notamment quand on a des responsabilités de points importants pour un pays ou pour un continent, on gère des rapports de force. J'ai appris à le gérer avec René Monory. Il a été pour moi un maître. J'étais son plus proche collaborateur. L'horoscope de Poitiers. Oui, bien sûr. Centriste. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les rapports de force, c'est quelque chose d'important. Mais peut-être aussi, en ayant eu la chance d'avoir cette proximité, et puis quelque part ce parrainage, il était aussi très proche des gens, très proche de ses concitoyens. Je crois que j'ai appris de lui aussi là-dessus.
Il y a eu Monory, il y a eu Jacques Chirac, Oui, c'est vrai. Monsieur Raffarin, voilà. Jean-Pierre Raffarin, on était tous les deux dans l'orbite de René Monory, on va dire. Voilà. Donc, Et Jacques toujours Chirac, c'est vrai que c'était centre droit, centre Oui, gauche. ça s'est fait comme ça me va bien. Emmanuel Macron. Vous êtes Oui. un macroniste pur jus aujourd'hui. Oh, je trouve qu'il fait un travail. D'abord, je suis commissaire européen, donc je fais attention évidemment à ne pas interférer dans la politique des États, y compris dans mon pays, mais je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. On commençait par lui en début d'émission. S'il gagne, il peut perdre aussi, mais s'il gagne, il gagnera sur quoi en 2022 ? Je crois que d'abord, sur ce qu'on veuille ou non, sur la façon dont il gère cette situation qui est tellement extraordinaire. Et je trouve que, vous savez, je vois vraiment aujourd'hui ce que font tous les chefs d'État européens, mais pas uniquement. Et bien sûr, j'entends l'impatience, l'inquiétude, les drames aussi. Qui sont vécus par nos concitoyens, nos compatriotes, mais aussi nos concitoyens européens. Croyez-moi. Là, je suis tous les jours dans un pays différent pratiquement au niveau le européen. problème social, Mais les images des étudiants, les images des Mais bien étudiants entendu. qui Mais bien pour entendu. être en bon français, qui crèvent la faim. Et vous voyez, Cherchent, voilà, qui font la et queue vous voyez pour quand avoir... Ça vous a... bien, ça m'a tellement, Est-ce que là, l'Europe... ça m'a tellement marqué comme nous tous. Et puis aussi parce que on vit tout ça aussi. On a des amis dans notre famille même. Tout le monde a des histoires fortes. Hélas, dans ces sujets. Lorsqu'on est rentré dans le 3e confinement, j'ai pensé qu'au regard de ce que je voyais, du travail assez impressionnant que la task force que je dirige et les 53 usines européennes étaient en train de produire au niveau des vaccins, mon devoir était d'aller donner cette petite lumière au bout du tunnel, au moment de la rentrée dans le 3e confinement. Vous vous en souvenez, c'était sur TF1, lorsque j'ai annoncé qu'au 14 juillet, j'espérais qu'on serait à 70% de taux de vaccination des adultes, et on y sera. Merci Thierry Breton. Je vous demandais comment est-ce qu'on devient Thierry Breton dans les écoles de commerce. Il y a toutes ces petites légendes. Levé à 4h30 du matin, c'est toujours vrai? C'est toujours vrai. On fatigue jamais, on n'a jamais ras-le-bol? On se couche tôt. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez passé la nuit parti dans la voiture pour rentrer. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Mais je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Thierry Breton, merci beaucoup. L'avenir, c'est peut-être les terrasses romaines. On n'a pas le temps de voir les images, mais enfin, on peut boire et manger sur les terrasses. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. On commence à ouvrir. On a tous envie. C'est la vaccination qui nous permettra de le faire. Il ne faudra pas se précipiter, mais on va y arriver. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous allons maintenant entendre une autre interview, l'interview exceptionnelle de Bernard Tapie qu'il a donnée à Gilles Boulot. C'est la version intégrale de l'entretien qui était diffusée dans le 20h de TF1. Émission spéciale tout de suite avec Damien Givlet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à demain. Vous vous attendiez à ça, Gilles? Mais enfin, d'autant moins que c'est assez cryptique la fin. Je suis Ouais. pas certain. Je l'ai réécouté 3 fois, je suis pas certain d'avoir compris. On était 3 en salle de montage. On dit, t'as compris quoi? T'as compris quoi? Sur les Voilà. lettres, notamment, Oui, et il tout dit, ça, les ouais. bons jours, c'est 2000 lettres, et les mauvaises, c'est 2. Les bons jours, ça veut dire les jours où il reçoit un courrier de gens qui soutiennent, des admirateurs, et les 2, c'est des gens qui ne l'apprécient pas, ou c'est des gens qui ont appris de mauvaises nouvelles le Les concernant. bons jours, c'est les jours où il a été connu, célébré. C'est les jours où il a été glorieux. Voilà. Quand il est Dans nommé sa vie. ministre, quand il gagne la Coupe d'Europe, C'est ça. etc. Quand il noue, là, il y a 10 000 lettres par jour. Et puis quand il est dans le trou, parce que ça lui est arrivé, eh bien, plus que n'importe qui, alors là, le courrier s'est arrivé. Moi, je l'ai compris comme ça. Mais, Maurice, il ne faut pas se méprendre. Non, on parle de Bernard Tapie comme si c'était un saint laïque. Ah non, pas du tout. Non, on n'a C'est pas dit aussi- ça. C'est aussi un... Il est parfois un peu mauvais garçon. C'est-à-dire qu'il y a, souvent, il y a tout souvent ça. même. Mais il le Quand revendique. Quand il va dans le cyclisme et qu'il fait des choses Mais incroyables. attendez, avec vous Greg n'arrivez LeMond. pas là où il est arrivé si vous êtes enfant de cœur. Hein. Ah non, mais vous pouvez être bon. énarque sans peur et sans reproche. Ouais. Je ne prétends pas être énarque, ni sans peur, ni sans reproche. Il- Sans peur, peut-être. Un Donc, mauvais dans garçon le vélo, qui utilise un langage de mauvais garçon. oui, Il parle de la baston mais dans son Dans interview. le cyclisme professionnel, il joue avec ce milieu. Il comprend tout de suite ce qu'est le milieu du cyclisme professionnel. Un héroïsme incroyable. Et puis, quelquefois, peut-être des petits arrangements avec 1001 choses. Dans le foot, pareil. C'est pas un jeu d'enfant de cœur. Et quand même, il gagne la Coupe d'Europe. Personne ne l'a fait avant et personne ne l'a fait après. Il y a ça. Dans les affaires, c'est pareil. On dit tout à l'heure, il s'est peut-être fait escroquer, il a peut-être trouvé plus malin que lui dans l'affaire Adidas.
Avant, il y a eu Testu, il y a eu Terraillon, où il s'est pas comporté comme un moine capucin. Il y a eu aussi, il a été malin aussi, il a joué avec les règles. Donc il y a tout ça. Et dans la politique, Mitterrand lui dit, vous allez me torpiller la liste... Mitterrand qui n'était pas un enfant de cœur non plus, Voilà, c'est ce que vous voulez nous dire vous allez aussi. me torpiller la liste de Michel Rocard aux européennes. Il a torpillé Michel Rocard aux européennes. C'était pas un gentil camarade. Mais par exemple, il défend complètement Bérégovoy. Bien sûr. Il dit, même alors c'est pas les chiens, extraction mais, ouvrière au Conseil des ministres, on n'était que deux à ne pas avoir fait les grandes écoles, et on n'était que deux, et tous les autres nous détestaient. Il était ministre dans son gouvernement, il se comprenait très bien. Quel est le meilleur souvenir pour moi de Bernard Tapie? Allez-y. C'était en 2004. J'ai eu un problème professionnel un peu embêtant. Et lui démarrait une pièce de théâtre. Je reçois une invitation pour aller à la première. J'y vais. J'arrive dans le théâtre. Il était là, en train de discuter avec des gens importants. Il les quitte. Il vient vers moi. Il me dit, je suis content que vous soyez là. Et je suis content de vous avoir invité parce que j'aime pas qu'on emmerde des gens honnêtes. Je ne le connaissais pas particulièrement, je l'avais interviewé 3 fois avant. C'était en 2004, je ne l'ai pas revu avant qu'il me propose de venir à la Provence. C'était 10 ans plus tard. Mais je me souviens de ça. Mais les Français adorent un personnage comme Tapie. C'est un personnage... C'est ambivalent. Oui. Ils adorent et ils adorent détester. Oui. Mais Ils adorent et ils adorent détester. Ouais, très enfin important. maintenant il le déteste plus parce que quand il le voit quand même, qui y va, qui fonce, qui dit il faut se faire vacciner, j'ai 5 cancers mais j'y vais. Mais ce que disait Gilles est d'une importance cruciale parce que les grands capitalistes aujourd'hui, on ne citera pas de nom, les grands capitalistes aujourd'hui, les très très grands capitalistes français, dans les années 80, ils ont fait exactement comme Tapie, selon les mêmes méthodes que Tapie, selon les mêmes règles que Tapie, mais socialement, ils viennent pas du même monde. Et ils n'ont pas la même je crois aura. que ça a été. Et ils n'ont pas la même aura. Ils n'ont pas la même aura sans doute. Merci. Mais je crois que c'est très important. Merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir sur ce plateau avec un Bernard Tapie qui est là, vivant, dont on parle au présent et qui pourrait, je vous donne une info, revenir à Marseille. Tenez, pourquoi pas. Par contre, l'OM. Ah non, revenir à Marseille, j'en sais pas plus. Vivre à Marseille? Non, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Allez, dans un instant, on se retrouve pour parler quoi? Pour parler de la politique aussi, et notamment de cette fronde des généraux français. Eh oui, c'en est là. À tout de suite. Votre programme